Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la gestion des parties prenantes et de la communication. Je suis Isabelle Laurent-Collin, présidente du cabinet ISC Consulting, experte en gestion de projet et gestion des risques, ainsi que professeure associée au sein d'Excelia Business School. Alors pourquoi vouloir aujourd'hui parler des parties prenantes et de la communication? Les parties prenantes, ce sont toutes les personnes, toutes les organisations qui vont contribuer à réaliser le projet. Elles sont forcément impliquées, engagées dans le projet. On verra justement comment réaliser cet engagement. Mais elles représentent aussi un certain niveau de risque. Et le meilleur outil aujourd'hui pour discuter avec nos parties prenantes, c'est ce qu'on appelle le plan de communication du projet. Alors, définissons et travaillons sur ce plan de communication. Pourquoi travailler sur l'engagement des parties prenantes? Eh bien, encore une fois, parce que ce sont les parties prenantes qui réaliseront notre projet. Dans cette vidéo, nous allons commencer par identifier qui sont ces parties prenantes. Ensuite, vérifier pourquoi nous intéresser à ces parties prenantes. Définir ce qu'on appelle l'engagement des parties prenantes. Et surtout, bien travailler sur l'engagement maintenu des parties prenantes tout au long de la vie du projet. Alors, qui sont les parties prenantes? Les parties prenantes, finalement, ce sont des individus, des groupes, des organisations, représentés par des individus, qui vont exercer une influence sur le projet ou dont les intérêts seront impactés. Prenons un exemple. Vous avez une maison dans un quartier résidentiel et un matin, juste à côté de chez vous, vous voyez apparaître un panneau sur lequel il est précisé qu'un petit bâtiment va se construire. Petit bâtiment, 2-3 étages. Il va y avoir beaucoup de parties prenantes sur ce projet, dont vous. Il va y avoir bien évidemment des parties prenantes, on va dire, directes, qui vont contribuer à la réalisation du projet, avec notamment tous les entrepreneurs qui viendront réaliser le bâtiment. Mais vous aussi, vous êtes une partie prenante parce que vos intérêts sont impactés par ce projet. Il faut donc comprendre qu'en fait, les parties prenantes, ce sont celles qui vont contribuer au projet ou celles qui vont aussi être indirectement ou directement impactées par le projet. Qui sont donc ces parties prenantes? Nous avons des parties prenantes internes et des parties prenantes externes. Les parties prenantes internes, ça signifie qu'elles sont internes à l'organisation qui va réaliser le projet. Nous avons notamment le sponsor, le chef de projet, l'équipe projet, tous les responsables fonctionnels qui vont gérer les ressources, les responsables de l'autre travaux et les contributeurs qui vont réaliser les livrables du projet. Nous avons aussi des parties prenantes externes à notre organisation, mais dont, bien évidemment, les intérêts vont être impactés. En tout premier lieu, le client. Nous avons aussi les fournisseurs, les concurrents, et notamment, par rapport à mon exemple de tout à l'heure, les riverains. Alors, quel est le rôle vraiment de ces parties prenantes, et notamment les parties prenantes internes? Tout d'abord, en amont, les parties prenantes internes vont devoir s'approprier les besoins du client et bien comprendre quelles seront les exigences associées aux produits qu'elles auront à réaliser. Ces parties prenantes sont tout particulièrement les experts métiers du projet, le business analyst et le chef de projet. Dans un deuxième temps, une fois le produit compris, il est important d'identifier quelles seront les contraintes internes de réalisation, notamment associées aux REX des projets précédents. Ensuite, l'identification des contraintes sera associée aux différents métiers qui contribueront. Est-ce qu'il s'agit de ressources critiques? Est-ce qu'il y a des compétences disponibles? Est-ce qu'il faut des équipements spécifiques? Et ces parties prenantes contribueront bien sûr à la réalisation des livrables du projet, au regard notamment des résultats attendus sur le projet. Concernant les parties prenantes externes, quel est le rôle de ces parties prenantes externes? Focalisons-nous tout d'abord sur le client, partie prenante majeure. Très difficile, très compliqué pour le client, c'est la définition de ses besoins. On connaît cette difficulté à exprimer l'ensemble des besoins à la fois explicites, généralement ce qu'on a dans le cahier des charges, mais aussi à
définir l'implicite et les besoins latents. Autre rôle des parties prenantes externes, contribuer à la réalisation des livrables dans les bonnes conditions, notamment les fournisseurs. Les fournisseurs, au regard des appels d'offres que nous aurons réalisés, vont répondre par rapport à leur savoir, par rapport à leur expertise, et ils viendront ensuite contribuer à la réalisation des livrables, soit sur des livrables complets, spécifiques, soit sur des parties de livrables du projet. On a d'autres parties prenantes externes, par exemple, qui, elles, vont venir valider la qualité des livrables. C'est par exemple les bureaux de contrôle ou les organismes vérificateurs. Et puis, on a des parties prenantes externes qui, elles, vont peut-être challenger le projet, notamment les concurrents, en proposant d'autres solutions et en faisant évoluer notre environnement. Qu'est-ce que l'engagement des parties prenantes? J'ai commencé cette vidéo en vous parlant de ce maître mot, l'engagement. L'engagement, c'est ce qui va faire le succès du projet. Et il y a un terme, précisément, que je vais développer, c'est la loyauté au projet. La loyauté au projet, il faut comprendre que dans une organisation par projet, on va développer des responsabilités partagées entre, par exemple, le chef de projet et son équipe projet qui vont piloter à la fois la réalisation des livrables et le retour sur investissement attendu du projet. Et puis, il y a toutes nos parties prenantes qui, elles, vont contribuer de façon très opérationnelle. Il est important qu'elles soient loyales au projet. Ça signifie qu'elles s'engagent sur ce qu'elles vont faire et qu'ensuite, elles réalisent ce qu'elles ont effectivement pris comme engagement. Alors, cette loyauté, elle va être différente selon les phases du projet, mais elle va être continue. En phase d'initialisation, ce que l'on attend des parties prenantes, c'est la validation de la faisabilité. On a défini effectivement le produit grâce aux échanges avec le client. Le chef de projet ou le business analyst va proposer cette définition aux parties prenantes pour valider la faisabilité et avoir des propositions de solutions si c'était nécessaire. En phase de planification, donc une fois la charte projet validée, elles vont définir au travers des lots de travaux leur propre périmètre, les délais, les activités qu'elles vont devoir réaliser, les ressources dont elles ont besoin et les risques auxquels elles vont devoir faire face. Ces lots de travaux sont en fait des contrats internes qui vont officialiser la loyauté vis-à-vis du projet. Ensuite, en phase d'exécution, deux formes de loyauté. Tout d'abord, un engagement de création de valeur, puisque ces parties prenantes vont réaliser les livrables attendus, tels que définis dans leur lot de travaux. De plus, au fur et à mesure des gate reviews, porte de phase en français, elles vont pouvoir capitaliser sur ce qu'elles ont réalisé, sur ce qui a été positif ou au contraire ce qui est amélioré. C'est ce qu'on appelle les retours d'expérience, les REX. De même, en phase d'exécution, leur loyauté va aussi faire l'objet de mesures, et notamment de mesures de la performance. Le lot de travaux sur lequel elles s'étaient engagées a nécessité des ressources. Est-ce que ces ressources sont en phase avec ce qui avait été prévu? Est-ce qu'on est en avance sur l'échéancier du lot de travaux? Est-ce qu'on est en retard? Et quels sont les plans d'action sur lesquels elles vont s'associer? Donc, vous comprenez bien que la partie prenante, elle est prioritaire sur le projet en termes de responsabilité et elle va être présente sur l'ensemble des phases de ce projet. Quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les parties prenantes pour rester engagées ou pour avoir la possibilité d'atteindre les niveaux d'engagement qu'elles avaient présentés au projet? Le premier niveau de difficulté est lié souvent au type d'organisation de l'entreprise. En effet, que l'on soit dans une organisation fonctionnelle, donc plutôt descendante, top-down, ou dans une organisation plus matricielle, où les responsabilités sont partagées, ce qu'on appelle aussi le bottom-up, la place des parties prenantes au sein du projet va être très différente.
Le partage des rôles aussi au sein du projet peut impacter lourdement la vraie délégation que l'on donne aux parties prenantes et donc le véritable niveau d'engagement. Dans certains secteurs, on va dire qu'une culture traditionnelle perdure encore de façon assez récurrente, où le rôle du chef de projet est très important dans la distribution des objectifs et la sanction des résultats. Dans ces environnements, les parties prenantes se sentent moins engagées parce que moins responsabilisées. En revanche, dans les organisations effectivement matricielles, organisations de projet, l'engagement des parties prenantes est beaucoup plus important, beaucoup plus visible. Le degré de responsabilité attendu, encore une fois, partage de responsabilité entre chef de projet et responsable métier. Mais bien évidemment, le niveau d'information est lui aussi très, très important. Quelle est la transparence dans l'information entre le chef de projet, les responsables fonctionnels, les responsables de l'eau, les responsables métiers? Bien évidemment, plus l'environnement sera transparent et plus l'engagement sera évident. Ce que l'on constate malheureusement assez souvent, c'est que les parties prenantes sont encore souvent considérées comme des prestataires internes, comme de la sous-traitance, et non pas avec un niveau de responsabilité qui leur permette réellement de piloter ces contrats internes. En conséquence, elles se désengagent. Comment peut-on maintenir l'engagement de nos parties prenantes? Eh bien, deux axes que nous allons développer. Qualifier un pilotage stratégique de chaque partie prenante et développer l'outil de communication qui est le plan de communication du projet. Pour définir les stratégies de pilotage des parties prenantes, je vais vous présenter trois matrices. La matrice pouvoir-intérêt, la matrice pouvoir-position et la matrice des engagements. Commençons par la matrice pouvoir-intérêt. On va qualifier, donc sur une échelle qualitative, de 1 à 4, 1 étant faible, fort, 4 étant fort, aussi bien l'intérêt manifesté pour le projet, c'est-à-dire en quoi ce projet va impacter la partie prenante, mais aussi son pouvoir. 1 faible, 4 fort. Qu'est-ce que le pouvoir d'une partie prenante? C'est un pouvoir, par exemple, si on pense au client ou au sponsor, le pouvoir du client ou du sponsor, qui est donc au maximum à 4, peut aller jusqu'à l'arrêt du projet. Alors, ensuite, comment va-t-on utiliser cette matrice pouvoir-intérêt? En équipe, toujours, avec l'ensemble des responsables métiers, donc des responsables de l'autre travaux, on va venir, après identification de chaque partie prenante, qualifier la façon dont on comprend en équipe l'intérêt manifesté pour le projet et le pouvoir de la partie prenante. Une fois qualifié, on va positionner la partie prenante dans cette matrice et définir quelle est la stratégie de pilotage qui lui correspond le plus. Si on prend par exemple un fournisseur de consommables, c'est forcément un fournisseur qui a un intérêt, donc un intérêt limité, donc faible, et c'est un fournisseur qui n'a globalement pas de pouvoir. Je ne parle pas de risque. En ce qui concerne les parties prenantes, il faut bien dissocier le pouvoir et le risque. Moi, je parle de pouvoir. Donc, si je prends mon fournisseur de consommables, c'est une partie prenante qui a un faible intérêt dans notre projet et un faible pouvoir. On va la retrouver donc dans partie prenante marginale ne nécessitant aucun effort particulier. En revanche, si je prends un fournisseur qui va réaliser un prototype qui sera ensuite présenté au client et qui va dimensionner la phase d'exécution, là, c'est un fournisseur qui a potentiellement un intérêt important au sein de notre projet. Est-ce qu'il a un pouvoir? Non, puisqu'une fois que le contrat est signé, globalement, il se doit, et c'est contractuel, de réaliser ce livrable. Il s'agira donc d'une partie prenante à garder informée. Pensons maintenant au bureau de contrôle. Bon, le bureau de contrôle, c'est son activité principale de venir contrôler la réalisation de certains livrables ou de contrôler des projets. Donc, en tant que tel, il n'a pas d'intérêt spécifique sur notre projet, on est dans quelque chose de très récurrent. En revanche, il a un pouvoir très fort, celui d'arrêter le projet s'il considère que toutes les conditions requises ne sont pas satisfaites.
Donc, la stratégie qu'on mettra en place, c'est partie prenante à garder satisfaite. Donc, on va bien analyser en amont quelles sont ses attentes, on va y répondre de façon systématique. Et puis, bien évidemment, il va y avoir des parties prenantes comme notre client, en premier lieu, notre sponsor, dont l'intérêt est extrêmement élevé et dont le pouvoir est extrêmement élevé. Il s'agit là de parties prenantes stratégiques avec lesquelles nous nous engagerons dans une relation dense. La deuxième matrice, c'est la matrice influence-position. Cette matrice, qui n'est pas utilisée de façon systématique, alors que la matrice pouvoir-intérêt est utilisée de façon systématique, c'est juste pour vous sensibiliser au fait que certaines parties prenantes peuvent avoir une attitude positive, voire une attitude négative vis-à-vis du projet ou vis-à-vis de notre organisation. Au regard du pouvoir qu'elle représente, on va parler d'opposants ou de soutiens avec lesquels, bien évidemment, on travaillera pour, en tout cas, rester dans un environnement qui n'empêche pas le projet d'avancer. Mais lorsqu'elles ont de pouvoirs importants, on va parler de leaders négatifs ou de leaders positifs. Alors, les leaders positifs vont être là pour soutenir, valoriser le projet et donc engager les parties prenantes. Les leaders négatifs sont des parties prenantes qu'il ne faut pas ignorer, bien évidemment. Il ne faut pas non plus avoir la volonté de les transformer en leaders positifs. Ce serait une surconsommation de ressources du projet, potentiellement sans résultat réel. Il faut juste essayer d'éviter d'aggraver l'opposition. La troisième matrice, c'est une matrice d'engagement, matrice très intéressante, dynamique, qui est aussi gérée au sein des projets. L'idée est la suivante, c'est de dire que lorsqu'on débute un projet, donc lorsqu'on est en phase d'identification puis de définition des parties prenantes, la partie prenante va avoir une attitude en début de projet. Et puis, il va y avoir l'attitude qu'on souhaiterait que la partie prenante ait pendant le projet. Donc, l'engagement actuel est caractérisé et l'engagement cible va être défini en équipe. Si on prend par exemple la partie prenante numéro 6 telle que présentée, en termes d'engagement actuel, l'équipe la considère comme réticente. Donc, elle n'est pas actuellement dans une position favorable vis-à-vis du projet. L'équipe considère qu'on ne peut pas la laisser dans cette position-là parce que ça va représenter un risque important pour le projet, mais qu'on doit la transformer vers quelque chose de plus favorable. Encore une fois, pas de leader positif, qui serait le meneur, mais favorable. Donc, il y a un écart entre l'engagement actuel et l'engagement cible. L'équipe projet va définir quelles sont les actions qui pourront être mises en place avec cette partie prenante spécifique pour tenter de l'amener de réticente à favorable. Dans le cas numéro 2, on est sur une partie prenante neutre. Elle connaît le projet, pour l'instant, elle ne se positionne pas, mais l'équipe souhaite la transformer en leader, en meneur. Donc, l'équipe va définir quelles sont les activités qui vont nous permettre d'engager aussi cette partie prenante et l'amener à devenir meneur. En fait, l'ensemble des activités qui vont être définies par l'équipe projet repose sur ce qu'on appelle le plan de communication du projet. Comme vous le voyez dans ce slide, le projet est au cœur d'un environnement de communication. Tout d'abord, bien évidemment, communication vers le client, le sponsor, qui passera par des reportings de l'avancement du projet, de la mesure de performance, des analyses sur le niveau de risque intrinsèque. La communication, elle peut aussi s'établir avec les autres projets actuellement en cours au sein de l'entreprise, notamment pour travailler sur de l'amélioration continue, sur de la gestion de changement et d'autres environnements. Elle va se développer aussi avec les autres chefs de projet, notamment pour travailler sur les retours d'expérience, mais aussi pour travailler sur l'équipe et les ressources partagées, sur les environnements, par exemple les équipements qui peuvent être partagés entre plusieurs projets. Il est donc important de communiquer pour avoir une bonne compréhension, notamment des échéanciers de chacun des projets et travailler de façon synergique. Mais n'oublions pas non plus les autres parties prenantes et notamment les autres parties prenantes externes, les concurrents, entre autres,
dont en fait la communication va impacter les enjeux du projet et dont la communication peut aussi valoriser notamment le territoire. Ce dont il faut être conscient, c'est que statistiquement, on considère que lorsqu'un projet est un échec, dans 82% des cas, la pauvreté de la communication a été un facteur déterminant. Comment construit-on ce plan de communication? Comment définir quelle est la communication adaptée à chaque partie prenante? Eh bien, comme vous le voyez sur ce slide, on va reprendre notre matrice pouvoir-intérêt. Avec cette partie, quand on est sur un faible intérêt, faible pouvoir, d'effort minimal qui va correspondre à ce qu'on appelle la communication pool. Ensuite, on va avoir la partie maintenir informé. On va parler de communication push. La partie surveiller de très près, donc le partenariat, on va aller vers la consultation de la participation du partenariat. Et celle qu'on va vouloir maintenir satisfaite, on va certainement aussi consulter, voire intégrer dans nos environnements de participation. C'est la raison pour laquelle il y a un effet miroir entre cette matrice pouvoir-intérêt et la pyramide que vous voyez à côté. Avec sur le bas de la pyramide ce qu'on appelle la communication pool, qui est celle qui caractérise le moins d'efforts demandés au projet. La communication pool, en fait, c'est une communication mise en œuvre par le projet qui n'est pas à destination d'une population spécifique, elle est mise à disposition et c'est la personne qui recherche l'information qui vient la chercher. C'est notamment, par exemple, des informations qu'on peut mettre sur nos sites institutionnels d'entreprise. Ou, si je reprends mon exemple de bâtiment dans un quartier de ma ville, c'est une information que je peux mettre à disposition de la mairie, qu'on retrouvera donc sur le site internet de la mairie ou de la communauté. À partir de la communication push, on est dans un niveau quand même de communication déjà plus défini, puisque systématiquement, il va s'adresser à une population déterminée. La communication push, nous en faisons tous. Par exemple, lorsque nous faisons des posts sur nos réseaux sociaux, nous avons donc des personnes qui nous suivent. Ces personnes vont recevoir notre information. Donc, lorsque nous envoyons notre information, nous savons exactement à qui elle va être distribuée. Donc, communication push, c'est le premier niveau de communication défini. Et puis ensuite, on va avoir des niveaux de consultation. Donc, on va communiquer avec nos parties prenantes et leur demander de prendre part globalement à certaines décisions, ou en tout cas nous donner leur avis, on va les consulter. Ensuite, on va leur demander de participer et donc de s'engager peut-être dans une prise de décision pour aller jusqu'au partenariat avec notre client, notre sponsor, où là, on va être dans un niveau forte influence et fort intérêt. Ce qui est donc important de comprendre par rapport à ce slide, c'est qu'à chaque stratégie de pilotage de communication correspond au moins un, voire plusieurs niveaux de stratégie de plan de communication pour engager nos parties prenantes. Ce qui signifie qu'en fait, nous allons devoir à la fois piloter les parties prenantes et le plan de communication avec des actions qui seront spécifiques à chaque partie prenante. Donc, pour mettre en œuvre cette stratégie de pilotage, nous allons donc réaliser ce qu'on appelle le registre des parties prenantes. Les parties prenantes sont identifiées et enregistrées dans ce document en phase d'initialisation. Elles sont importantes notamment pour identifier les parties prenantes majeures dans la charte projet. Les stratégies de pilotage et le plan de com seront définis en phase de planification. Le registre des risques, le registre des parties prenantes sera actualisé tout au long de la vie du projet et notamment en phase d'exécution. Et en phase de clôture, la version finale du document sera enregistrée dans les bases de connaissances de l'entreprise. Vous voyez, ce registre des parties prenantes est un outil majeur du début à la fin du projet. Comment le réalise-t-on? Tout d'abord, première colonne, on identifie toutes les parties prenantes. Toutes les parties prenantes. Donc, c'est un vrai travail de collaboration en équipe avec l'ensemble des experts métiers, bien évidemment, impliqués dans le projet. Pour chaque partie prenante, on va qualifier
sur une échelle de 1 à 4, 1 faible, 4 fort, quel est son pouvoir, puis quel est son intérêt, tel que défini dans la matrice pouvoir-intérêt. Nous obtiendrons donc un score. Le score va nous permettre de définir la stratégie de pilotage. Maintenir informée, maintenir satisfaite, développer un partenariat ou surveiller. Au regard de cette stratégie de pilotage, il appartiendra aux métiers qui sont concernés et en action directe avec cette partie prenante de bien définir quel plan d'action sera à mettre en œuvre. Pour chaque partie prenante, on viendra aussi qualifier quel est le niveau d'engagement actuel et le niveau d'engagement souhaité entre l'inconscient, le résistant, le neutre, le favorable et le meneur. Et puis, au regard de l'écart entre le niveau actuel et le niveau souhaité, on viendra définir quels sont les livrables de communication entre communication, pull, push, etc. On va mettre en œuvre. À quelle phase du projet ça va correspondre? Initialisation, planification, exécution, clôture. À quelle fréquence? Une fois par semaine, une fois par mois, une fois par trimestre? Et qui sera responsable de la communication? Ce véritable outil de pilotage va nous permettre de communiquer avec chacune de nos parties prenantes au regard de son pouvoir et de son intérêt. Et cet outil va nous permettre de maintenir nos parties prenantes engagées sur le projet. J'espère que cette présentation vous a intéressé. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez vous référer à notre ouvrage « Piloter votre projet, outils et bonnes pratiques du management de projet ». Je vous remercie. Au revoir.